Bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui avec nous pour ce webinaire dédié à l'optimisation et la performance des installations photovoltaïques, toujours sous l'angle de la sécurité, naturellement. On va attendre quelques minutes que les gens se connectent tranquillement avant de commencer. Et donc, en attendant, je vais en profiter pour vous préciser quelques petites informations techniques. Donc, le support de cette présentation ne sera pas envoyé à l'issue de la présentation. Toutefois, vous allez recevoir à la fin le replay complet de l'événement où le support est présenté. Donc, si vous avez besoin de le regarder de nouveau, vous l'aurez à disposition dans vos boîtes mail aux alentours de 12h30. On va garder un premier temps où on présentera l'ensemble des éléments qu'on a préparés et ensuite on aura un temps spécifique pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, il y a en haut à droite de votre écran un module questions où vous pouvez les saisir et on prendra le temps d'y répondre à la fin. Sachez que en fonction du temps imparti et du volume de questions, on n'aura peut-être pas le temps de tout balayer. Et donc, on vous enverra par la suite les réponses à l'ensemble des questions qui seront traitées et mises en ligne sur notre site web dans la rubrique Foire à questions. Tout au long de la présentation, on va procéder à quelques questions de sondage. Donc, je vous invite à vous prêter au jeu. Déjà, ça permettra de dynamiser la présentation et nous, ça nous permet de mieux vous connaître et d'adapter également notre accompagnement. Donc, les questions seront formulées et vous aurez l'occasion de cliquer. Pareil, ce sera sur le module à droite de votre écran. Voilà pour la partie technique. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Antoine Leroux, qui est responsable de l'axe de gestion de patrimoine immobilier pour APAV Performance Immo, Antoine Biscara, qui est le responsable de marché énergie renouvelable, et Elodie Huvet, qui est responsable de l'axe énergie pour APAV Performance Immo. Donc, à l'issue de cette présentation, on vous fera rapidement un contexte pour repositionner le sujet. On fera une partie dédiée à la réglementation et aux exigences assurantielles, à la faisabilité technique, à une partie tout ce qui va être en lien avec la productibilité et les investissements, puis la rentabilité. Antoine, je te laisse la parole si tu veux nous présenter le contexte. Merci Charlotte, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence à ce webinaire. Donc, je vais commencer par situer un petit peu le photovoltaïque en France. Il y a réellement un très très fort engouement, enfin je pense que vous le savez tous, avec une croissance extrêmement importante du nombre d'installations, de la puissance et de la production électrique qui va avec, évidemment. Là, j'ai trouvé, il y a des chiffres à fin 2024 que vous voyez apparaître là. Vous voyez que on est dans de très très fortes progressions et on est dans une part d'électricité produite par le photovoltaïque qui n'est plus du tout négligeable, hein, qui commence à être tout à fait sérieuse. Voilà, et sachant qu'il reste encore beaucoup de gisements et beaucoup de choses à faire, il y a en effet pas mal de progrès et de progression à attendre dans ce domaine. Les raisons, c'est des choix politiques qui ont été faits, hein, la loi APR, la loi climat résilience, etc., qui imposent à peu près à tout le monde de la solarisation. Bon. Aussi, le fait pour certains qui vont travailler en autoconsommation de pouvoir maîtriser leur consommation et surtout les coûts de leur électricité. Voilà. Le fait aussi que les coûts d'investissement en matière de photovoltaïque baissent énormément. Ça fait que toutes ces raisons font que quasiment tout le monde est concerné par le photovoltaïque. D'accord, soit par les obligations de solarisation, on va voir ça rapidement, soit parce qu'il y a des intérêts technico-économiques à le faire. Voilà, je ne sais pas si c'est moi qui fais passer les diapos, oui, ça marche. Alors. On va vous publier une première question de sondage, elle va apparaître à droite sur vos écrans, donc n'hésitez pas à y répondre. Donc la première question sera dédiée pour savoir si vous avez pour projet
de faire appel à un prestataire pour vous aider dans le dimensionnement de vos installations. Parce que nous, aujourd'hui, c'est un vrai sujet pour nos clients. Donc, on voulait savoir un peu pour vous quelles étaient les difficultés. C'est parti, Antoine, tu peux retourner. Je continue. Alors, j'arrive même à passer les... Alors, en fait, il y a ce petit chapitre sur les réglementations obligations, parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de textes qui s'entrechoquent, tellement de directives et de sollicitations que les gens qui sont pas spécialistes de ces domaines-là sont vite un petit peu perdus dans ce dédale d'obligations, de recommandations et de sollicitations. Alors, les règlements, hein, bon, ben c'est en gros, on va pas citer les textes, mais c'est la loi APR, c'est la loi climat et résilience, c'est la loi sur la baisse de consommation dans les bâtiments tertiaires, etc. S'ajoute à ça des choses un petit peu connexes. Donc, bon, sans regarder, là, il y a vous avez un diagramme pour les parcs, pour les toitures. D'accord. Obligation de solarisation ou végétalisation des toitures. Vous voyez qu'en fonction de l'usage du bâtiment, en fonction du type de bâtiment et surtout de sa taille, de sa surface d'emprise au sol, il y a un certain nombre d'obligations de solariser ces toitures avec des délais de réalisation. Évidemment, il existe des possibilités de dérogation, en particulier pour des raisons techniques ou technico-économiques. Donc là, ben, ça concerne à peu près tous les types de bâtiments, comme vous pouvez le constater, à des échéances qui sont plus ou moins éloignées, mais tous les bâtiments sont concernés. Je laisse regarder et je passe cette fois-ci sur les parkings extérieurs. D'accord. Là, on est à le fameux article 40 de la loi APR. On est exactement dans le même schéma, c'est-à-dire qu'en fonction des caractéristiques de ce parking, c'est-à-dire de sa surface au sol en fait, eh ben il y a obligation d'installer des ombrières. C'est aussi simple que ça, ou végétalisation dans certains cas, avec exactement le même type de dérogation, c'est-à-dire soit des raisons techniques, soit des raisons technico-économiques, c'est-à-dire qu'on peut pas le faire de manière rentable, en clair. Hein. Alors c'est évidemment très bien calibré cette notion, hein, et c'est bien défini par les arrêtés et par les décrets d'application de ces textes-là. Mais malgré tout, tous les parkings, vous voyez, tous les parkings de plus de 1500 mètres carrés de surface d'emprise au sol sont concernés, d'accord. C'est-à-dire vraiment tous les parkings, parce que 1500 mètres carrés, c'est pas beaucoup pour un parking. Hein. Donc tout le monde est très très vite concerné. La réglementation, ben, le décret tertiaire, donc là je vais peut-être laisser parler Antoine. Ou moi, si tu veux bien. Ou Élodie. Oui. Bonjour à tous. Donc sur la partie décret tertiaire, donc c'est un texte qui vient en complément de ce qu'Antoine vous a présenté et qui impose des réductions de consommation assez fortes dans certaines typologies de bâtiments. Donc les bâtiments concernés sont les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 mètres carrés. Donc ce qui englobe quand même un certain nombre de bâtiments, bureaux, commerces, médico-social, enseignement, et donc en fait on retrouve en fait tout ce qui n'est pas primaire et tout ce qui n'est pas secondaire. On retire aussi l'habitation, et donc ça nous fait un panel d'à peu près 920 000 bâtiments suivant une estimation du CEREMA. Donc cette réglementation a de nombreux assujettis, et donc elle impose des réductions de consommation à atteindre en 2030, 2040 et 2050. Donc pour ce faire, il faut faire des déclarations sur la plateforme Opéra, des déclarations de consommation, une déclaration initiale avec le choix d'une année de référence, et ensuite tous les ans, il va falloir venir déclarer les consommations annuelles. Donc en fait, ces déclarations se basent sur les factures énergétiques fournisseurs. Donc là, on voit bien que le photovoltaïque est une des réponses pour
pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Ces objectifs, le photovoltaïque ne suffit pas, mais permet d'atteindre une partie de ces objectifs. Voilà. Je repasse la parole à Antoine pour les IRVE. Antoine, ton micro. Coupé. Avec mes excuses. Vient s'entrechoquer avec les obligations de solarisation, les obligations d'installer des bornes de recharge de véhicules électriques. Donc là, on a fait un petit résumé de la situation. C'est la loi L'Homme. Hein. Alors pour agrémenter le tout, en fait, il n'y a pas de cohérence en particulier dans les calendriers entre la loi L'Homme et la loi APR et les autres réglementations, la loi climat et résilience. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, le législateur n'a pas réussi à harmoniser les différentes réglementations, ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'écarts. Malgré tout, on est obligé de tenir compte de cette histoire de bornes de recharge de véhicules électriques parce que ça se marie très bien avec les ombrières de parking, bien évidemment. Voilà. Donc, il va falloir prendre en compte également ces obligations-là pour les gens qui gèrent des parcs de stationnement. Il y a d'autres réglementations, pour mémoire. Il y a la réglementation des installations classées, c'est-à-dire que alors, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on peut installer des panneaux photovoltaïques dans ou sur des installations classées pour la protection de l'environnement, mais il y a un certain nombre de contraintes à prendre en compte. Évidemment, la sécurité de l'installation classée passe avant la production d'électricité par panneaux photovoltaïques, bien évidemment. Il y a un certain nombre d'impositions réglementaires qui vont être liées au plan local d'urbanisme, hein, en particulier sur l'intégration des panneaux dans les toitures. Il y a le fameux décret Bax, dont certains ont peut-être entendu parler, qui impose d'avoir une gestion technique des bâtiments avec un suivi permettant de rationaliser les consommations. Toutes ces choses-là s'entrechoquent et vous allez voir qu'elles impactent la manière de dimensionner, de concevoir et de prévoir les installations photovoltaïques. On peut rapidement quand même parler, enfin pas rapidement en parler, mais c'est très important, les exigences assurantielles. Encore aujourd'hui, il y a une sinistralité un petit peu importante concernant les installations PV. D'accord ? Alors, il y a l'incendie, il y a la solidité et il y a l'étanchéité. Pour faire simple, c'est un petit peu ça le problème. Donc, ça veut dire que il faut très regardant par rapport à ça. Donc, s'il y a une chose qu'il faut retenir de ça, en particulier si vous êtes dans des installations classées ou si vous êtes dans des installations un petit peu sensibles, d'accord, avant d'installer des panneaux photovoltaïques, posez la question à votre assureur, demandez-lui s'il a des attentes particulières ou s'il a des restrictions particulières. C'est pas neutre, hein. Charlotte, je te laisse. Oui, on va republier une nouvelle question de sondage. Je vous invite vraiment à bien répondre dans le module à droite, sinon on ne les voit pas quand vous répondez dans les questions, c'est dommage. Donc, si jamais il y en a qui ont répondu à la première dans le module questions, n'hésitez pas à repartir sur le sondage pour qu'on puisse bien intégrer vos réponses. Alors, vos principales difficultés dans vos projets de solarisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a recensé, nous, des difficultés qui nous étaient souvent remontées, comme choisir sur l'usage de l'électricité qui va être produite. Revente, autoconsommation, partielle, totale. Également, la réglementation applicable. Là, on vient de la voir, il y en a énormément. C'est souvent un sujet qui est assez complexe et épineux et qui, parfois, en plus, se télescope. Le dimensionnement des installations pour bien choisir quelle taille d'installation, quelle puissance. La partie de l'installation et de la maintenance de l'entretien au sens large.
les formations, donc comment vos personnels sont formés ou arrivez-vous à recruter des personnels pour travailler sur vos installations en toute sécurité, et également le financement des projets qui est un véritable sujet. Voilà, je vous laisse y répondre et je vous laisse poursuivre. Merci Charlotte. Du coup, bonjour à tous. Je vais continuer sur le sujet plus technique puisque là, Antoine nous a bien présenté tout le contexte réglementaire et assurantiel qui va être autour de la réflexion sur vos installations. Ce ne sont pas les seules questions. Il y a évidemment des questions vraiment plus techniques sur qu'est-ce qu'il est possible de faire techniquement. Et ce sont des questions qu'il faut se poser évidemment puisque ça va impacter le coût de l'installation de manière plus ou moins forte, bien sûr. La première chose déjà, c'est tout ce qui concerne la structure. Alors c'est assez évident, mais il faut bien quand même le rappeler. Déjà choisir les modules en fonction de la manière dont ils sont installés, est-ce qu'ils sont capables de résister à des chocs, à tout le contexte autour. Un point qui est important, c'est la durabilité face aux conditions climatiques, puisqu'on parle de dérèglement climatique. Un panneau solaire, une centrale solaire, on va l'installer pour 20 à 30 ans. Le climat dans 20 à 30 ans ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Donc, il est important de se poser la question du choix du module pour qu'il puisse résister à des sollicitations dès aujourd'hui, mais aussi à celles qui seront présentes en 2050, par exemple. Une fois que vous avez votre module, ce module, il va être tenu par des fixations, des supports, donc il va être ancré dans le bâtiment. Et on retombe sur le sujet qu'évoquait Antoine précédemment, avec des problèmes donc structurels, des désordres structurels qui peuvent arriver si le montage n'est pas bien fait. Donc avec des désordres type arrachement face au vent, et puis la question de l'étanchéité également qu'évoquait Antoine. Donc ces supports et ces fixations doivent être correctement dimensionnés et en fonction du type de panneau solaire, ça peut être un coût plus ou moins important. Et une fois qu'on a installé la toiture, la centrale sur la toiture ou sur des supports, il faut se poser la question dans le cadre d'un bâtiment si celui-ci est apte à supporter ces nouvelles charges. Et ce n'est pas neutre puisque une installation photovoltaïque a un certain poids. Les renforcements peuvent être extrêmement lourds. Donc, il est important de vérifier ce point-là. C'est un point que l'on vérifie a posteriori, puisqu'il est compliqué de savoir la latitude qu'a un bâtiment pour supporter une installation. Donc, on va plutôt dimensionner l'installation et vérifier si le bâtiment peut la supporter. Et le point de vigilance très important, c'est que ça nécessite de connaître la structure, donc d'un point de vue, par exemple, ferraillage des poteaux en béton armé, dimension des pannes et de la structure métallique, de la charpente métallique, et de connaître les cas de charge initiaux. Dans le cas contraire, ça va nécessiter de requalifier l'intégralité du bâtiment, donc ce sont des choses qui peuvent être assez lourdes. Et si jamais le bâtiment n'est pas apte à supporter en tant que tel la centrale telle que vous l'imaginez, il est possible de devoir la renforcer. Ou pas, si l'autre solution, ça peut être de diminuer l'ampleur de votre centrale. Donc c'est un jeu d'équilibre qui va rentrer dans la réflexion sur la rentabilité technico-économique. L'autre point, une fois qu'on a parlé de structure, la question c'est comment cette installation va s'implémenter dans le contexte électrique cette fois. Cette installation, elle va nécessiter des équipements électriques. Donc les modules en eux-mêmes déjà sont des installations électriques. Il y a toute une artillerie qui va avec des onduleurs pour du coup s'assurer que l'installation est robuste. Et puis tout ça, ça va se plugger sur l'installation existante du bâtiment. Est-ce que celui-ci peut supporter la charge électrique supplémentaire lorsqu'on est au pic de production? Est-ce que le risque d'incendie est géré? Et la foudre également, ce sont des risques qui sont propres donc à ces centrales qui sont installées en toiture. En toiture ou lorsqu'on est sur les ombrières en parking. Donc tout ça, ça peut amener à des réflexions sur l'installation existante et potentiellement ça peut mener à la modification de celle-ci et donc à des coûts supplémentaires. Le dernier point, et là vous voyez qu'on rentre un peu plus dans le détail sur la réflexion économique et technique. Un bâtiment, sa vie, ça évolue en permanence. L'état du bâtiment à l'instant T, ça va pas être le même dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et même dans 20 ans. Il faut se projeter sur le temps long par rapport à des installations qui vont rester longtemps sur les toitures.
Par rapport à maintien en condition opérationnelle, lorsque vous intervenez sur une toiture, vous installez une centrale, on se positionne sur une étanchéité ou une toiture existante. Cette toiture, l'état qu'elle présente au moment de l'installation peut vous impacter de différentes manières. Si on est sur une toiture qui est déjà bien avancée par rapport à sa durée de vie, ça peut être une opportunité. On va mutualiser les coûts d'installation de la centrale pour faire une réfection complète de la toiture. Donc là, il y a un intérêt, c'est vraiment une opportunité. Dans le cas contraire, si la toiture pouvait tenir encore 2, 3, 5, voire 10 ans, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous profitez de l'installation de la centrale pour rénover en avance votre toiture. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas amorti complètement la toiture. Donc là, c'est quelque part un peu une opportunité, mais ce sont également des coûts supplémentaires. Soit on décide de garder la toiture telle qu'elle. Et dans ce cas-là, dans le futur, au moment où il faudra remplacer cette toiture, on va être confronté à la présence de ces équipements en toiture. Et on ne sera pas uniquement sur une ou deux packs ou un équipement particulier. Là, on va être sur une installation très large et qui, du coup, va faire des surcoûts importants au moment de remplacer la toiture. Et une toiture, la durée de vie, une toiture, si on prend une isolation, une étanchéité autoprotégée, par exemple, on est généralement sur 20-30 ans, donc c'est à peu près les mêmes durées de vie. Donc, ce sont des réflexions qu'il faut avoir au moment où on projette d'installer une centrale solaire. Et puis, il y a l'évolution du bâtiment lui-même. Et ça, je passe la balle à ma collègue Elodie pour vous expliquer ça. Oui, merci Antoine. Donc, dans le cadre de l'étude de la faisabilité technique, il faut aussi prendre en compte l'évolution du bâtiment lui-même, notamment les projets qui sont sur ce bâtiment, et il faut essayer du coup d'anticiper les futurs besoins électriques. Donc notamment dans le cadre de la décarbonation, on revient plutôt à des solutions de type pompe à chaleur. Donc ça, c'est le remplacement d'une chaudière fuel ou gaz par une pompe à chaleur. Là, ça va venir rajouter de la consommation électrique de la même manière que l'installation d'IRVE. Donc là, les deux items qui sont en bleu dans le support vont nous rajouter de la consommation électrique, et il faut en tenir compte en amont de cette étude de faisabilité photovoltaïque. En revanche, donc l'isolation du bâtiment, si elle est prévue, ou l'installation d'ombrières sur le parking vont venir diminuer les besoins du bâtiment. Donc c'est aussi à prendre en compte. Et enfin, il peut y avoir des sujets comme le changement de destination du bâtiment, changement d'usage, et puis l'environnement peut aussi être modifié avec des phénomènes de masques sur le bâtiment qui vont venir dégrader une potentielle installation photovoltaïque. Donc pour optimiser la future installation, donc il est nécessaire d'anticiper tout ce qui va s'y passer, et la réalisation d'un audit énergétique peut aussi aider pour y voir plus clair sur ce futur. Oui. Je laisse la main. Donc oui, sur la productibilité et les investissements nécessaires. Donc on va forcément rechercher l'optimum technico-financier. Et cet optimum passe par le calcul du retour sur investissement, qui dépend d'un côté des recettes et de l'autre du coût, puisque le retour sur investissement est la division du coût d'investissement par le gain généré. Donc les recettes, elles dépendent du mode choisi pour le photovoltaïque. Donc le niveau 1 correspond à l'autoconsommation. Dans ce cadre-là, les recettes correspondent uniquement à ce qui n'a pas été acheté chez un fournisseur d'énergie. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, c'est le niveau 2. Donc, on va revendre, autoconsommer une partie et revendre le surplus. Donc, dans ce cas-là, la recette correspond bien à l'économie d'achat d'énergie et au gain financier de revente. Et enfin, le niveau 3, l'optimisation avec l'utilisation de batteries. Ça signifie qu'on peut, dans ce cadre-là, on va pouvoir produire plus d'électricité et donc générer encore plus d'économies sur la facture énergétique fournisseur. Voilà, donc ça c'est pour la partie recette. Et donc dans les coûts, il faut analyser à la fois les coûts d'investissement, les CAPEX,
qui dépendent de la solution retenue, et à la fois aussi les coûts d'exploitation et de maintenance de mon installation pour calculer ce retour sur investissement. Donc, pour affiner la partie recette, une des premières étapes, ça va être d'estimer la production qu'on peut en attendre. Et donc, cette production va dépendre à la fois de l'ensoleillement et des données météorologiques du site. Donc ça, on peut anticiper en utilisant des données météorologiques récentes. Et qu'on peut venir aussi pondérer en fonction du climat attendu. Et ensuite, d'un autre côté, il faut aussi, la production dépend aussi des caractéristiques de l'installation. Quels sont les types de panneaux utilisés, leur rendement, quelle est l'inclinaison et l'orientation que je vais retenir, est-ce qu'il y a des masques sur mon site, ou enfin liés à d'autres bâtiments ou à la végétation. Donc tout ça, ça va venir enrichir l'analyse des recettes, et on va pouvoir définir, on va dire, la production envisageable de manière technique par un calcul de solarisation. Donc toujours sur les recettes, il va falloir prendre en compte le régime d'autoconsommation qu'on va utiliser. Donc l'autoconsommation individuelle, donc ça c'est la plus grosse, c'est le cas le plus courant. Donc dans le cadre de l'autoconsommation individuelle, l'installation est reliée au réseau électrique du bâtiment, et les exploitants du bâtiment utilisent cette énergie. Éventuellement, le surplus peut être réinjecté sur le réseau, et enfin voilà, donc l'autoconsommation se résume à l'utilisateur du bâtiment. Donc sur cette autoconsommation individuelle, il est possible aussi de faire entrer un tiers investisseur dans le projet, c'est-à-dire qu'on loue par exemple la toiture pour qu'un tiers vienne poser des panneaux photovoltaïques, et on utilise, du coup on a un gain par le loyer récupéré. Et enfin, pour les collectivités, donc cette autoconsommation va passer par un montage qui sera conforme aux règles de la commande publique. Voilà. Sur l'autoconsommation collective, il y a plusieurs cas. Donc soit il y a plusieurs utilisateurs dans un même bâtiment, et l'ensemble de ces utilisateurs bénéficient de la production photovoltaïque. Donc ça, c'est un premier cas. Et deuxième cas, il est possible de monter des contrats d'autoconsommation collective, dans la mesure où un groupement de bâtiments est dans un même cercle de 2 km. Donc on peut utiliser une zone, on va dire, commune pour générer de l'électricité qui va être réutilisée sur plusieurs bâtiments. Voilà, donc ça c'est dans tous les cas à cadrer de manière juridique, mais ça permet, voilà, de faire des projets communs intéressants. Je voudrais aussi préciser que du coup le surplus dont on a parlé dans l'autoconsommation individuelle dépend aussi de la puissance de l'installation. Donc soit le surplus est réinjecté gratuitement sur le réseau si l'installation a une puissance inférieure à 3 kVA. Pour 500 kW, pour les installations de moins de 500 kW crête, donc il y a une grille, un arrêté tarifaire qui s'applique. Et pour les grosses installations, mais qui restent inférieures à 10 MW crête, l'autoconsommation doit faire l'objet d'un avis de la Commission de régulation de l'énergie. Voilà. Donc, toujours sur les recettes, un des éléments, une des données d'entrée importantes va être l'évolution des coûts de l'énergie. Donc, la rentabilité qu'on va définir aujourd'hui en utilisant le prix de l'électricité aujourd'hui ne sera pas forcément la même que dans 10 ans. Donc, bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, mais on peut suivre les évolutions et faire un prévisionnel sur ce prix de l'électricité.
Alors, je vous ai déjà publié la question puisqu'elle est complètement en lien avec ce qu'Elodie vient de nous dire. Pour les personnes qui ont déjà, bien sûr, des installations, comment utilisez-vous l'électricité produite par vos installations? En autoconsommation totale ou partielle, en revente totale ou partielle. Les personnes qui ont des projets d'installation qui ne les ont pas encore ou qui sont en réflexion, si vous avez déjà une idée, n'hésitez pas à dire et à vous positionner sur le choix que vous allez faire pour vos futures installations. Ok. Elodie a déjà abordé le sujet du rachat d'électricité. Donc, tout ce qui est revente de l'électricité est parfaitement encadré par la législation. D'accord. Bon, ça concerne des installations qui sont en revente totale ou en revente du surplus. Hein. On est toujours dans ce domaine-là. Ce qui fait moins de 500 kW crête. D'accord, c'est ce qu'on appelle le guichet ouvert avec obligation d'achat. C'est-à-dire que là, EDF OA va racheter l'électricité à un prix qui est défini par le législateur. Donc là, c'est ce qu'on appelle le tarif S21. Alors, je suis incapable de vous dire pourquoi il s'appelle comme ça, mais en tout cas, c'est défini par un texte réglementaire qui dit EDF OA va racheter l'électricité tant de centimes le kilowattheure. Donc ça, c'est extrêmement clair, mais ça ne correspond qu'aux petites installations de moins de 500 kW de crête. Au-delà, il va y avoir des appels d'offres lancés par la Commission de régulation de l'énergie, d'accord, auxquels vont répondre les opérateurs avec leurs projets. Et si les projets sont lauréats de ces appels d'offres, alors il y aura non pas un tarif de rachat, mais un complément de rémunération. C'est-à-dire que il y a un prix global de l'énergie en France, de l'énergie électrique en France. Si vous produisez avec des panneaux photovoltaïques, votre prix de revient peut être plus élevé que ça. Donc, dans l'appel d'offres, vous allez dire, eh ben moi, je veux un complément de rémunération de X centimes par kilowattheure, ou plutôt de X euros par mégawattheure en général. Bref, c'est la même chose. Et donc, vous êtes ou pas lauréat de l'appel d'offres. Si vous l'êtes, eh bien, l'électricité que vous réinjecterez sur le réseau vous donnera lieu à un complément de rémunération par rapport au tarif standard de l'électricité. Donc là, il faut avoir répondu à un appel d'offres de la CRE. Donc c'est plutôt les grosses installations. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, là où il y a le plus de projets, c'est évidemment dans les installations qui sont soumises au décret S21. Alors, on parlait du niveau 3, donc l'installation de batterie. Hein. Le problème du photovoltaïque, comme vous l'imaginez bien, c'est que c'est une énergie qui est très intermittente. D'accord ? Il faut qu'il y ait du soleil, sinon ça fonctionne pas. Donc, quand on est en autoconsommation, le problème qu'on va avoir, c'est que les périodes où il y a la plus forte production photovoltaïque, je sais pas, en plein été, en plein midi, sont pas forcément les périodes où on a besoin le plus d'électricité dans le bâtiment. Et puis, effectivement, le lissage jour-nuit, le lissage hiver, printemps, été, etc., c'est un petit peu que... C'est pour ça qu'on est souvent sur des contrats où, en fait, il y a une autoconsommation et revente du surplus. Parce qu'en fait, si on dimensionne l'installation pour être sûr de tout autoconsommer, on passe peut-être à côté de quelque chose en la mettant un petit peu plus grande et en revendant le surplus quand on n'arrive pas à consommer tout ce qu'on a produit. L'autre solution, c'est les batteries. Alors là, effectivement, on optimise parce que là, on fait du lissage. C'est-à-dire que au moment de la production la plus forte, on va charger les batteries et la nuit, on va tirer sur les batteries. Donc ça permet effectivement d'optimiser énormément les installations. Mais ça coûte cher. Et aujourd'hui, pour des petits projets, c'est pas évident d'atteindre la rentabilité. Malgré tout, ça devrait se développer parce que le prix des batteries, comme celui des panneaux photovoltaïques du reste, est en train de baisser de manière significative. Voilà. Rapidement, alors, je vous ai mis des coûts
pour des installations photovoltaïques, d'accord. C'est pas un devis, hein, c'est vraiment des ordres de grandeur, mais c'est pour qu'on voit un petit peu de quoi on parle, d'accord. Alors sur la gauche là, vous avez le prix de l'investissement, d'accord, c'est-à-dire la fourniture et la pose, d'accord. À quoi il faut ajouter ce qu'il y a décrit sur la droite, c'est-à-dire les coûts de raccordement et les coûts annexes. Quand on parle de coûts de raccordement, si vous installez une unité qui produit de l'électricité, cette unité, elle va être reliée au réseau de Enedis, voire de RTE si vraiment c'est une très très grosse installation, mais c'est rare, mais en tout cas au réseau de Enedis. Donc si c'est installé juste à côté d'un poste source de Enedis, tout va bien, c'est-à-dire que là les coûts de raccordement vont être extrêmement faibles. Mais si vous mettez votre installation PV en haut de la montagne, alors là c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir créer un réseau pour alimenter, alimenter en l'occurrence, pour récupérer l'électricité de votre installation. En conséquence de quoi, selon le cas, il va y avoir des travaux de branchement, des travaux d'extension de réseau, d'accord, qui peuvent être nécessaires et qui vont pas forcément être pris en charge à 100% par le distributeur. Et on va vous demander d'en payer une partie. Et donc ces coûts de raccordement, on dit en moyenne 10% de l'investissement qui est à côté, là, mais disons entre 0 et 25%. 25%. De toute façon, au-delà de 25%, on va sortir de l'épure parce que ce sera plus rentable de mettre une centrale photovoltaïque. Voilà. Mais ne pas oublier ça, les coûts de raccordement peuvent être importants. Il y a les coûts annexes, vous voyez, je parle d'environ 10% du coût du projet. N'oubliez pas ça, toutes les études, la maîtrise d'œuvre, les assurances, le contrôle technique évidemment, les attestations ENR, parce que quand on a parlé de revente à EDF, mais dès l'instant qu'on veut revendre de l'électricité à EDF, alors il faut avoir une attestation de conformité de l'installation, donc il faut qu'un organisme accrédité vous les fournisse. Et les assurances, alors n'oubliez pas d'intégrer votre assureur dans votre projet. Certains assureurs sont frileux, certains veulent pas trop en entendre parler, certains vont vous demander une surprime, certains vont vous demander de prendre des précautions techniques supplémentaires, etc., etc. N'oubliez pas d'intégrer l'assureur. Voilà. Donc ça, c'est pour le CAPEX, la partie investissement. Et puis, la partie OPEX, c'est-à-dire les coûts d'exploitation maintenance. Bon, j'ai mis selon la taille, hein, évidemment, plus c'est gros, moins c'est cher au kilowatt, hein, mais pour des petites installations, on va être plus proche de 8 € le kilowatt. Pour des très grosses, plus proche de 3 € le kilowatt. Mais c'est des coûts qui sont, malgré tout, à prendre en compte et qui sont pas négligeables dans le calcul technico-économique qui va suivre. Là, je pense, Élodie, c'est... Donc oui, merci Antoine. Donc dans la recherche de l'optimum de rentabilité, ce qui peut être intéressant de mener comme analyse, c'est de comparer la courbe de charge du site, c'est-à-dire les puissances appelées heure par heure sur le bâtiment, avec la courbe de production photovoltaïque. Donc toujours au pas de temps horaire pour que ce soit une analyse assez fine et qu'on puisse bien déterminer quels peuvent être les pics de charge, notamment de la consommation. Donc cette analyse permet de définir un taux d'autoconsommation et aussi un taux d'autoproduction. Donc ça permet d'évaluer ce qu'on va être en capacité de remettre sur le réseau. Voilà. Dans cette analyse, dans l'idéal, il faut intégrer aussi les futures évolutions du bâtiment dont on a parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, l'installation d'IRVE ou d'une PAC, enfin, etc. Voilà. Donc, cette analyse permet aussi d'identifier les modifications de puissance souscrite à intégrer au niveau du contrat, puisque ça peut du coup faire baisser la facture le cas échéant. Si la puissance souscrite peut être diminuée, on fait baisser la partie fixe de la facture. Donc c'est en analysant ces courbes de charge qu'on peut voir les puissances souscrites nécessaires. Voilà. Donc dans le travail
définition de nos panneaux photovoltaïques, on va pouvoir étudier plusieurs scénarios. Donc ici, dans le cas de figure présenté, on va comparer plusieurs scénarios. Donc le premier correspondra au minimum réglementaire, donc 50% de la toiture est couverte. Ensuite, on va étudier le maximum possible, donc là où on va utiliser toutes les possibilités du bâtiment, donc 100% de la toiture. Et puis, on va aussi étudier des scénarios intermédiaires. Donc là, c'est le cas qui va être retenu, 70% de la toiture. Donc dans les trois cas, on refait l'ensemble des calculs dont on a parlé précédemment. On va définir le retour sur investissement dans les trois scénarios et déterminer quel est le meilleur scénario et quel est le meilleur scénario d'un point de vue technico-financier. Donc ici, c'est le scénario intermédiaire. Voilà, avec un retour sur investissement de 8,4 années. Voilà, mais donc à chaque fois, on repasse par toutes les étapes qu'on a décrites précédemment, avec l'identification des coûts, du surplus et du gain engendré. Et puis, on fait aussi l'analyse d'ensoleillement, les masques, etc. dans chacun des scénarios. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc comme avec l'exemple qu'Élodie vous a montré précédemment, vous voyez que il n'y a pas de solution unique. On a chaque fois, on a différents scénarios qui peuvent être étudiés et chaque scénario a ses propres caractéristiques. Dit autrement, en fait, voilà, vous avez tous entendu parler des obligations de solarisation, mais il faut pas s'arrêter à cette obligation réglementaire. L'idée, c'est de la transformer en une opportunité. Réfléchir à un projet qui intègre les différentes contraintes, qu'elles soient réglementaires ou techniques, mais qui vous permettent d'atteindre un optimum et donc qui vous permettent d'optimiser autant que faire se peut cette centrale que vous allez installer en toiture. Donc on a vu dans ce webinaire les différents enjeux qui impactent la réflexion. Donc il n'y a pas de projet générique, tout est unique, tout dépend de votre installation de base sur laquelle vous allez ajouter votre centrale solaire. Et donc il faut vraiment intégrer tous les enjeux. C'est important aussi, on a évoqué, mais j'insiste là-dessus, ne pas se limiter à l'état à date, mais se projeter dans le futur. C'est schématiquement, on va pas acheter un moteur de Ferrari et puis finalement réfléchir à l'implémenter dans une Twingo. Ça n'a pas de sens. Là, c'est un peu la même réflexion. On va dimensionner la centrale par rapport au bâtiment, de la manière dont il va évoluer dans le futur. Donc, pensez bien à toutes ces contraintes qu'on vous a présentées pour trouver du coup une centrale qui soit optimisée. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une centrale aussi qui va durer plus longtemps. Il vaut mieux une centrale bien optimisée que soit surdimensionnée, soit sous-dimensionnée. Avec une installation derrière électrique, par exemple, qui soit bien adaptée. Et donc, dans le cas que Élodie vous a présenté, vous voyez qu'il est nécessaire d'avoir une approche itérative. On n'a pas on peut pas juste vous nous expliquer votre cas et on vous dit tout de suite, ça va être 50%, 70%, etc. Avec l'ensemble des enjeux qu'on vous a présentés, il faut avoir une approche itérative. On va étudier différents scénarios pour vraiment définir la meilleure surface de toiture pour votre installation. Voilà pour ce webinaire. Charlotte, je te repasse la main. Hop. Donc la dernière question vous a été posée pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. N'hésitez pas à vous positionner pour les personnes pour lesquelles nous n'aurions pas répondu à leurs attentes ou de façon partielle ou complète. Eh bien, je reviendrai vers eux pour voir un petit peu ce qu'ils attendaient et comment on aurait pu mieux apporter des réponses à leurs interrogations. Et si vous souhaitez échanger avec nos experts ou si vous avez des besoins pour vos projets, n'hésitez pas également à vous positionner, qu'on puisse de façon rapide revenir vers vous. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre présence. On a été plus de 200, donc c'est vraiment très chouette. Et il y a eu énormément de questions. Donc, je préfère vous dire d'ores et déjà qu'on n'aura pas le temps de toutes les traiter et que vous recevrez par la suite les réponses. Voyez ça également comme une chance. Comme ça, on aura à tête reposée et de concert avec d'autres experts, plus d'informations à vous communiquer et donc des réponses encore plus complètes. Donc, je vais redescendre tout en bas je vais essayer de les prendre dans l'ordre dans lesquels on les a reçus. On en a reçu tellement que je descends quand même pas mal. Il y a certaines questions qui sont très simples et où on peut répondre extrêmement rapidement.
Il y a des questions qui sont beaucoup plus techniques où là, c'est clair que la nécessiteront réponse également sera différée. Tout à fait. Alors, si j'en prends une, première question. Alors, concernant la loi Appert, savez-vous si les dates vont être décalées ou bien si elles ne bougeront pas? Alors, il est toujours dangereux de faire des prédictions, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir, mais il y a déjà dans certains cas, il y a déjà des décalages de prévus, en effet. C'est-à-dire qu'en fait, le législateur a été un petit peu ambitieux. C'est pas si facile que ça d'équiper tous les parkings et tous les bâtiments de France. Voilà. Donc, il est probable qu'il va effectivement y avoir des moratoires au niveau délai. Mais pour l'instant, j'ai pas d'éléments plus précis. Très bien. Est-ce que les parkings silos sont concernés par cette obligation d'équipement sur 50% de la surface? Alors, parking silo, la seule chose qui peut être concernée, c'est le dernier étage. C'est-à-dire celui qui est sous le soleil, en fait. Évidemment pas on parle de la surface, de l'emprise au sol. Et donc, s'il y a un parking, enfin un étage de parking en toiture du silo, enfin au dernier niveau du silo, oui, cette partie-là est concernée. Évidemment pas le reste. D'accord. Pour les ouvrages neufs, quelle date doit être prise en compte au regard des obligations? La date de mise en service ou la date de début des travaux? Ou ça peut être une autre date. C'est des histoires de date de demande d'autorisation et de permis, je crois. Donc là, on répondra plus précisément parce que c'est pas une réponse si simple que ça. Ok. Alors, pour un même projet, est-il possible d'utiliser une partie de l'installation en autoconsommation et le reste de la puissance en vente totale? Exemple, 50 kW crête pour le site et 50 kW crête en vente totale. Évidemment, c'est ce qui a été dit. Je pense que la question a été posée avant que la question soit abordée. Probablement. Par Élodie, mais évidemment que oui. Et toute l'astuce consiste à bien ajuster la part autoconsommation, la part revente en fait, en fonction de votre bâtiment et de ce qu'il consomme. C'est ce qu'a présenté Élodie. Très bien. Je n'ai pas connaissance de panneaux qui puissent être posés en zone ATEX, entre parenthèses station-service. Est-il possible de poser une installation photovoltaïque sur une zone ATEX B2E, BE2, BE3? L'appareil, je ne pense pas, mais j'en suis pas sûr, et on répondra à la question par écrit. Mais a priori, ça va être très très compliqué d'installer des panneaux photovoltaïques en zone ATEX. Concernant les stations-service, en général, il y a des panneaux photovoltaïques, mais ils sont en dehors de la zone ATEX des pompes. Ok. Alors côté assurance, l'assureur est-il en droit de nous exiger le détail des produits utilisés avec détail des ETN? Tu veux répondre, Antoine? Je te laisse la main, je pense que c'est plus toi qui as l'habitude, mais c'est une question. L'assureur est en droit d'exiger tout ce qu'il veut et de vouloir tout ce qu'il exige, et vous êtes en droit de changer d'assureur. Donc aujourd'hui, mais c'est ce que je vous disais quand même, les assureurs ont des exigences, et en particulier, les assureurs se méfient des ETN. Alors, je pense que celui qui a posé la question, il sait ce que c'est qu'une étude technique nouvelle. C'est vrai que il y a débat là-dessus. Certaines sont pertinentes, certaines le sont moins, et ça fait que les assureurs sont un petit peu méfiants. Voilà. Donc, un assureur peut dire, si vous lui dites je vais installer des panneaux photovoltaïques dans telle et telle condition, votre assureur peut très bien dire ouais, mais moi j'ai des exigences particulières, ou alors j'augmente les primes. Donc, c'est pour ça, je vous l'ai bien dit en cours de route. Si vous, dans votre projet, intégrez votre assureur. Parce que c'est très variable d'un assureur à l'autre. Tout à fait. Et quant aux ETN, on va pas relancer un débat là-dessus maintenant, mais c'est vrai qu'il y a débat. Tout à fait. Juste pour compléter aussi, Antoine, souvent en tant que bureau de contrôle, on est sollicité pour émettre un avis sur l'installation qui va être mise en place. Et certains de nos clients ne comprennent pas pourquoi l'assureur il reçoit l'avis, mais en fait il l'écarte. Parce que l'assureur, lui, ce qu'il regarde uniquement, c'est la sinistralité et en gros, c'est l'investissement, l'assurabilité de l'installation. Donc, les assureurs sont parfois plus frileux encore et un avis juste d'un bureau de contrôle, même qui s'appelle APAV ou un de nos confrères qui ont comme pignon sur rue, n'est parfois pas suffisant. Donc, il est vraiment, et je réinsiste lourdement là-dessus, quand vous commencez à vous poser la question, première question, c'est d'abord à votre assureur, avant tout le reste.
Merci. Quelles sont les recommandations et obligations concernant la maintenance et l'exploitation? Les recommandations, oui, enfin, si tu veux, Antoine, mais je vais vous faire une réponse assez basique parce qu'il n'y a pas de cas unique. Hein. La principale recommandation, c'est de bien l'entretenir, en fait, comme tout votre bâtiment. J'enfonce peut-être une porte ouverte en disant ça, mais on rencontre souvent des cas où les installations ne sont pas suffisamment bien entretenues. Ne serait-ce que pour la performance, juste enlever, dégager régulièrement la poussière qui naturellement vient sur les panneaux. Tous ces éléments-là, c'est du bon sens, mais on le voit pas forcément appliqué. Donc, à partir du moment où vous posez la question, vous aurez les bonnes réponses, naturellement. Il faut juste prévoir de le faire. Voilà, Antoine, c'était une introduction précise. Rien de plus à ajouter. En termes après parce qu'il y a une question que j'ai vue après. Il y a toute la maintenance à faire, comme sur n'importe quelle installation électrique. Et puis, il y a les contrôles périodiques réglementaires, comme sur n'importe quelle installation électrique. Exactement, c'est la question que j'avais maillée. Doit-on réaliser des vérifications réglementaires électriques sur ce type d'équipement naturellement? Tout à fait. Tout à fait. Elle fait comme n'importe quelle installation électrique. Tout à fait. Alors, puis-je mettre en place mon installation à proximité ou au-dessus d'un local équipé coupe-feu RUI 120? Par exemple, un local électrique. Ou bien y a-t-il une distance minimum à respecter vis-à-vis des parois CF? Là, pareil, on répondra par écrit parce que d'abord, c'est pas si simple. Faut regarder peut-être plus précisément l'environnement dont parle la personne. Très bien. Alors, on a une question qui est: le kilowatt crête correspond à combien de kilowatts? Alors, j'ai vu ça. Alors, toutes mes excuses. C'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. En photovoltaïque, quand on compare les installations, on parle d'une puissance en kilowatts crête. D'accord? Il s'agit, la puissance d'un panneau en kilowatts crête, c'est la puissance maximale qu'il est capable de fournir. C'est-à-dire, à une bonne température, parce que, en fait, son rendement dépend de la température ambiante, à la normale du rayonnement solaire, avec un soleil sans aucun voile, d'accord, et avec un état de propreté impeccable. C'est-à-dire, c'est une sorte de puissance théorique, c'est la puissance théorique maximale que peut fournir un panneau solaire. Et c'est le seul moyen, évidemment, de comparer des installations entre elles. C'est pour ça qu'on parle toujours en kilowatts crête, en mégawatts crête ou en watts crête. Évidemment, votre panneau, dans la vraie vie, il va pas produire cette puissance-là parce que le soleil est voilé, parce qu'il y a de la poussière, parce qu'il est jamais à la normale de l'ensoleillement, d'accord. Même si aujourd'hui, c'est vrai on commence à voir des panneaux avec tracker, c'est-à-dire suiveurs de soleil, c'est-à-dire des panneaux motorisés qui bougent en fonction de la position du soleil. Enfin, c'est pas ça qu'on met ni sur les toits ni sur les ombrières de parking, évidemment. Donc voilà, la kilowatt crête, c'est vraiment une manière de comparer les installations, et c'est pour ça qu'on parle avec ça. Mais c'est vraiment une puissance théorique maximale. Ok. Vous parlez d'EDF OA, mais il y a d'autres prestataires qui n'ont pas l'obligation de racheter l'énergie. A-t-on besoin d'attestation S21 ou CRE avec les autres prestataires? Alors, S21, c'est quand on est en guichet ouvert. Donc là, S21, c'est EDF achète le courant. Donc là, oui, il y a besoin de l'attestation. D'accord. Après, il y a les appels d'offres creux. C'est si vous voulez vendre votre électricité à EDF. Si vous voulez la vendre à quelqu'un d'autre, là, on passe dans un autre domaine, on appelle ça les PPA, Power Purchase Agreements. Et là, c'est des contrats privés entre personnes privées, où il y a un producteur d'électricité qui vend l'électricité produite à un acheteur, qui peut être soit une très grosse industrie à côté, par exemple, soit un autre distributeur d'électricité que EDF et Enedis, on va dire. Oui, il y a toutes sortes de solutions. Et dans ce cas-là, dès l'instant qu'on n'est pas dans un appel d'offres de la CRE,
Là, il n'y a pas besoin d'attestation. C'est juste un contrat entre un fournisseur et un acheteur. Et on trouve ça aussi beaucoup, alors plutôt sur des très très grosses installations quand même. Ok. Tac, 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 tac. Alors oui, je vois là plein d'infos. Certaines réponses n'ont pas eu certaines questions n'ont pas eu de réponse. Oui, effectivement, là on prend celles qui sont entre guillemets les plus simples à répondre et les autres auront des réponses par la suite. Juste, le temps que tu trouves une autre question, j'ai vu plusieurs questions passer sur la manière dont la PAF peut vous accompagner. Là, ce qu'on vous a présenté, c'est effectivement notre vision globale sur un sujet. Et ça correspond également à tout ce que l'on peut réaliser en termes d'études. Donc, on a mis en place des équipes pour aborder tous les sujets, que ce soit les installations électriques existantes, que ce soit le renforcement de la structure existante, que ce soit les audits énergétiques, les IRVE, etc. La PAV, on a la chance d'être un grand groupe et donc on a toutes les compétences là-dessus pour pouvoir vous accompagner. L'idée, c'est d'avoir une réflexion en amont sur l'installation que vous souhaitez mettre en place. La manière de, par exemple, est-ce que vous êtes prêt à réfléchir à une installation qui va plus loin que la réglementation? Est-ce que vous êtes prêt à renforcer votre bâtiment? Est-ce que vous avez prévu de mettre des IRVE ou est-ce que vous avez l'obligation de mettre des IRVE? Est-ce que vous avez une ambition écologique forte sur votre bâtiment pour réduire la consommation ou en tout cas éviter les émissions de gaz à effet de serre? Et tout ça, ce sont des données d'entrée qu'après, on peut utiliser dans le cadre d'une étude complète où on va étudier tous les paramètres qui vous ont été présentés sur ce webinaire. Alors, dans les questions, on a beaucoup de questions en lien avec les assurances, l'absat des vins et choses comme ça, qui sont des choses assez techniques où on a un expert plus en interne qui apportera des réponses à ces questions. Là, je vois une question, quid des règles absat des vins, vs assurabilité de l'installation. Quel est le rôle du bureau de contrôle sur ces règles? Là, je pense qu'on... Je vais dire la personne qui apportera une réponse plus approfondie. Tout à fait, surtout que c'est en réflexion un petit peu. Exactement, il y a des gros sujets en réflexion. Ça concerne les bâtiments, oui. Tout à fait. Comment calculez-vous la courbe de production des panneaux? Quels paramètres prenez-vous en compte? Élodie? Oui, donc dans le calcul de la production, on prend en compte déjà les caractéristiques intrinsèques des panneaux. Et puis on prend en compte toutes les situations, tout ce qu'on a vu dans le slide avec les données météo, les données météo et d'ensoleillement, et puis l'étude des masques. Donc c'est comme ça qu'on arrive à calculer une production. Mais donc avec des prévisionnels de données météorologiques. Merci. Alors ensuite, ça n'arrête pas. Alors j'ai vu passer, je réponds rapidement, des questions à propos de la petite carte. Il y a un slide où il y avait une carte de l'ensoleillement là. Allez pas prendre ça pour argent comptant, c'était vraiment une illustration. Il existe des cartes infiniment plus précises de l'ensoleillement en France. Hein. C'était plus pour mettre une image sur le slide. Alors, j'ai une question là, qui sera sûrement la dernière parce qu'elle est un peu longue. Alors, dans le cas d'une installation solaire, on s'interroge sur la qualité des panneaux, mais le câblage ne doit pas être sous-estimé s'il n'est pas adapté. Entre parenthèses, pour une question d'économie, il est à même de générer un départ incendie. C'est une excellente question qu'on retrouve également sur le sujet des IRVE et qui sera traitée très prochainement dans un autre webinaire sur le mois d'avril, tout début avril, parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet sur le risque d'incendie. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'électricité, effectivement, c'était le point qu'on avait abordé. Lorsqu'on parle de la faisabilité technique, on plug une installation qui est quand même à forte puissance. Cette installation, elle vient se greffer sur un existant qui a ses propres câbles et il faut absolument étudier l'intégration électrique de cette centrale dans les installations électriques existantes. Ça, c'est tout à fait, c'est ce qu'on avait évoqué dans ce webinaire. Que ça soit déjà vis-à-vis de la puissance qui va transiter dans les câbles, et puis effectivement aussi vis-à-vis de la sécurité incendie qui, chez nous, est un mantra régulier. J'ajoute
il faut essayer de concevoir l'installation de telle sorte qu'il y ait le moins de systèmes de connexion, en fait. Donc aujourd'hui, la tendance est de mettre, par exemple, plutôt que de mettre un gros onduleur centralisé avec des connexions entre tous les panneaux et l'onduleur, c'est plutôt de mettre des petits onduleurs par ensemble de panneaux, etc., pour limiter justement ces connexions qui présentent des risques d'incendie. Et puis d'une manière générale, et ça c'est vrai pour toute l'installation électrique et les panneaux, attention à la qualité de ce qu'on installe. Je pense à des toutes petites installations avec des onduleurs qui sont pas forcément le top, quoi. Parce que si vous faites un calcul de rentabilité, mais si votre onduleur au bout de 3 ans il rend l'âme et qu'il faut le remplacer, ben ça met tout le calcul économique par terre quand même. Donc il faut vraiment, pour des raisons de sécurité et pour des raisons de rentabilité, utiliser du bon matériel, faire travailler des bons installateurs. Voilà. Tout à fait. Je rebondis sur une question aussi sur les batteries virtuelles. C'est un sujet qui est intéressant, effectivement. Le principe de la batterie virtuelle, en fait, c'est qu'un fournisseur ou un prestataire vous propose de stocker l'énergie que vous avez produite, mais pas chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, l'électricité va transiter dans le réseau pour être stockée quelque part, et puis vous être restituée plus tard quand vous en avez le besoin. Donc c'est plus un cadre contractuel qu'une vraie réalité. Il n'y a pas de batterie fictive sur site. L'électricité, c'est quand même un physique. Et là, il n'y a pas de bonne réponse, mais ça, en fait, ça apporte à nouveau l'éclairage sur un autre sujet qu'Élodie avait évoqué, qui est vraiment les contrats que vous avez, quelles sont dedans les conditions en termes de fourniture, d'acheminement, de coût de l'électricité, de revente, etc. Et tout ça, ça fait partie de la réflexion globale. Il n'y a pas de réponse unique. C'est au cas par cas. Merci beaucoup. On est arrivé à terme de notre heure. Je vous remercie une nouvelle fois. Je vous reprécise que nous allons de façon collégiale avec les différents experts en interne qui vous pourront apporter le meilleur niveau de réponse aux différentes questions qui nous ont été posées, y répondre. Et vous recevrez un mail avec le lien d'une foire à questions où vos questions auront des réponses. Certaines questions sont très proches, donc je ferai des regroupements de façon à ce que ce ne soit pas une liste à la Prévert. Donc ne vous étonnez pas si mot pour mot votre question n'est pas présente. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois au nom de l'équipe. On a reçu vraiment beaucoup d'intérêt dans les questions que vous avez posées et c'est un vrai plaisir pour nous de prendre le temps d'y répondre. Sachez que toutes nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accompagner et que si vous avez des interrogations par rapport au risque incendie sur les câblages et les IRVE, ce sera le prochain sujet de webinaire qui sera abordé début avril. Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Merci à tous de votre attention. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.